Donc le titre de ce grand entretien, c'est « Réinventer nos mobilisations sociales et nos solidarités ». On a déjà entendu parler hier à plusieurs reprises que dans certains pays européens, on parle beaucoup du concept des Dementia Friendly Communities, donc les communes ou des villes accueillantes pour personnes atteintes de troubles cognitifs. C'est, je pense notamment pour les pays européens en tout cas, en Belgique et en Angleterre où ces projets sont pour le moment peut-être les plus avancés. Et dans ces pays-là, mais je pense qu'on a très bien entendu dans la revue de presse de hier qu'il y a beaucoup de projets comme ça en France également qui ne sont peut-être pas labellisés Dementia Friendly, Dementia Friendliness, mais qui portent finalement les mêmes objectifs, les mêmes valeurs. Le but de ces projets, c'est de créer une dynamique de mobilisation citoyenne pour permettre aux personnes atteintes de troubles cognitifs de à la fois être reconnues dans leurs besoins spécifiques, mais également de rester acteurs de la vie sociale. Et ça, c'est également une volonté du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 en France qui affirme cette volonté de favoriser le lien social, les liens de proximité et l'innovation sociale et la lutte contre l'isolement. Et donc ce matin, on a la chance de pouvoir, ou moi j'ai la chance, de pouvoir discuter avec deux militantes, de personnes qui portent chacune à sa manière cette idée que les troubles cognitifs, c'est affaire de tous. Et donc je demande à Isabelle Donio et Birgitta Martensson de me rejoindre ici. Donc je vais rapidement vous présenter ces deux dames. Isabelle Donio, elle est psychologue et consultante. Elle est enseignante-chercheuse à l'EHESP à Rennes et elle est cofondatrice de l'association Bistro Mémoire que vous connaissez sans doute. Mais elle est surtout, et je pense qu'on va pouvoir échanger là-dessus, elle est coporteuse du projet transformation de la ville de Rennes en ville accueillante pour personnes atteintes de troubles cognitifs. Donc pour le moment, la première ville française qui utilise aussi ce label Dementia Friendliness. Et on a à ma gauche Birgitta Martensson, qui est économiste de formation, qui est membre du conseil scientifique de Alzheimer's Disease International et qui est ancienne directrice de l'association Alzheimer Suisse. Et la première question que j'aimerais bien poser, ou j'aimerais bien que Birgitta, toi tu nous éclaires un peu sur qu'est-ce que c'est cette Dementia Friendly Community. Qu'est-ce qu'on entend par Dementia Friendly Community? C'est quoi ce concept? Bonjour, c'est un grand honneur d'être ici. Je ne sais pas s'il y a d'autres étrangers que moi. Et en plus, je ne suis pas seulement suisse, je suis aussi d'origine suédoise, alors ce qui explique peut-être mon accent un peu non français. Moi, j'aimerais vous imaginer que moi, j'ai un diagnostic de démence. En Suisse, on dit encore démence, un peu old-fashioned. Imaginez que je sois au stade débutant de ma maladie. J'habite chez moi, dans mon appartement, dans une maison. J'ai des voisins en dessous. Les premières années, je veux pouvoir probablement continuer à vivre relativement comme avant, parce que j'ai pas trop, si j'ai un diagnostic précoce. Mais avec le temps, je vais avoir des difficultés. Aujourd'hui, la plupart des personnes taisent leurs conditions et ils ne veulent pas que ça se sache parce qu'il y a une énorme stigmatisation de ces maladies qui font peur. Je crois que c'est la peur qui est la cause principale de la stigmatisation. Et idéalement,
quand j'ai besoin d'aide, j'aimerais que les gens autour de moi sachent déjà que Birgitta qui habite là, dans telle maison, elle a ce diagnostic, elle va avoir besoin de notre soutien entre voisins. Par exemple, si je quitte la maison et puis qu'on voit que visiblement j'ai oublié de fermer la porte, si quelqu'un voit ça, qui me dit, dis donc Birgitta, tu ne veux pas aller fermer ta porte avant, tu as oublié tes clés, ok, je viens avec toi, on cherche. Je veux aller faire des achats, mais ça devient de plus en plus difficile de me retrouver au supermarché. Mais maintenant, je sais que dans mon supermarché, il y a une personne qui a reçu des informations et qui a été un peu formée aussi pour accompagner des personnes avec des troubles cognitifs et pourquoi pas d'autres troubles pour faire des achats, pour ne pas perdre un client. Parce que pour la plupart des commerces, on a envie de garder les clients. Mon coiffeur, il remarque, tiens, elle commence à ne pas venir au rendez-vous, donc je vais l'appeler la veille, peut-être même le matin du jour, et puis quand je viens chez lui, si je ne reconnais plus mon image dans le miroir, il sait que ça peut être quelque chose de difficile pour moi, donc il va faire en sorte de me coiffer, pas devant un miroir, mais devant une jolie image. Je vais à la banque où mon banquier prend contact avec moi, peut-être même qu'il se déplace, pour essayer de m'aider à voir comment je gère mes finances. Je veux continuer, je vais au théâtre souvent avec des amis, mes amis se relaient pour venir me chercher pour qu'on aille ensemble au théâtre. Et ils n'insistent pas trop pour vouloir absolument que je me souvienne de la scène 2 et puis de l'autre pièce qu'on a vue, ce qui me met en stress, mais on vit l'instant ensemble. On va au cinéma, on va au concert, je vais au fitness. Et dans mon fitness, j'ai quelqu'un aussi. Les gens sont informés, je leur ai dit que j'ai un problème et puis que j'aurais peut-être besoin de soutien. Donc je rencontre déjà dans le personnel de la bienveillance, des gens qui m'accueillent, qui me disent, voilà, bonjour Birgitta, tu peux y aller, non, attends, je te montre un peu là. Les autres utilisateurs de ce fitness savent aussi, globalement, quels sont les problèmes que je peux rencontrer. Dans la douche, par exemple, si quelqu'un voit que je ne me suis pas déshabillée avant d'entrer dans la douche, il y a quelqu'un qui va venir dire, mais tiens, viens, c'est mieux de se déshabiller avant la douche, tu sais, tu seras plus propre. Voilà. Ça, c'est pour vous donner, parce que c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas des théories, bien sûr qu'on peut après faire des modèles de toutes sortes, mais je pense qu'il faut voir cette finalité. On veut quoi? C'est que je puisse continuer à fonctionner là où je suis le plus longtemps possible. Qu'on m'offre le soutien, le bon soutien par des gens qui sont vraiment informés au bon moment, dans le respect et en connaissant ce qui est important pour moi. Pas qu'on m'impose un modèle parce que voilà, c'est ce qu'on fait pour des gens comme vous. Selon ce qu'on dit en anglais, one size fits all. C'est-à-dire qu'on a un système et puis voilà, c'est ça qui est... Et puis par la suite, dans ma vie, je vais aussi trouver des institutions variées, différents types d'institutions où je peux peut-être décider d'aller vivre, moi décider d'aller vivre, soutenu par mes proches peut-être, mais je veux pouvoir avoir un choix de style de vie différent. Et puis, avant d'y arriver, peut-être qu'il y a d'autres types de soutien qui peuvent être utiles dans le sens d'avoir du soutien chez moi, à domicile, parce que je fais confiance et qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément des professionnels des soins, mais qui savent vivre avec des personnes qui ont des troubles cognitifs. Vous connaissez le système Baluchon sans doute, qui existe en Belgique, où quelqu'un vient vivre à domicile avec la personne pendant un certain temps aussi pour remplacer des proches qui ont besoin aussi de respirer. J'avais prévu de faire beaucoup plus de théories, de grands mots et tout, mais voilà, je trouve qu'on utilise tellement de grands mots. Et puis c'est vrai que je me sens toute petite là par rapport
à vous tous, parce que les Français, on sait bien que vous êtes doués pour les mots. C'était un Mais compliment. c'est vrai, c'est un compliment, je me sens toute petite là. Voilà pourquoi je voulais plutôt vous donner une idée, très concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de vivre dans une société qui est sensibilisée, qui ne détourne pas le regard en disant « mais quelle horreur !» qui respecte aussi les personnes qui travaillent dans ce domaine. Vous avez entendu les gens qui disent à des employés dans des EHPAD, ça s'appelle ici, et ils disent « oh, quelle horreur, comment tu peux faire ça ?» Moi, je ne pourrais jamais. Au lieu de dire « mais génial, tu fais ça !» Et comment est-ce qu'on peut accepter qu'on continue à avoir une pression sur le temps imparti qu'on a le droit d'utiliser pour assister, soigner, accompagner ces personnes. Il faut aller vous battre au niveau politique. Ben oui, il faut parler argent. C'est comme ça qu'en Suisse, on a réussi à faire avancer le débat parce que nous avons présenté des chiffres. Et bien sûr que vous avez des gens qui disent « mais non, vos chiffres, ce n'est pas juste », mais je déborde sur le sujet suivant. Voilà, une fois qu'on me donne ma parole, ça va, c'est à peu près ce que tu imaginais. C'était très bien, je voulais juste donner l'occasion à oui, Isabelle, parce qu'on était dans le concret, d'aller parler encore des choses plus concrètes, donc de parler de Rennes. Quand j'ai dit tout à l'heure que Rennes a lancé le défi de devenir une ville accueillante pour personnes avec des troubles, atteints de troubles cognitifs, il faut dire que ce défi était lancé en juin de cette année, donc c'est tout récent. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur vos actions, des choses que vous avez prévues dans le futur, comment vous êtes arrivé à cette idée de s'associer à ce mouvement qui devient un mouvement mondial? Alors, comment on y est arrivé? Il faut faire un petit retour en arrière d'un point de vue de l'histoire, puisque le premier Bistro Mémoire est né à Rennes en 2004 par un collectif d'acteurs, même s'il y a 2 cofondatrices avec Irène Sipos et moi-même, et que c'était la première étape, en fait, de tentative d'agir sur les représentations négatives de la société sur le vieillissement, a fortiori avec ces maladies qui cristallisent toutes nos peurs du vieillissement. Donc le Bistro Mémoire, très rapidement, c'est chaque mercredi, dans un café, dans la cité, les personnes qui vivent avec des troubles de la mémoire, pas seulement qui sont atteintes, mais avec cette vision d'acteur, c'est ce que disait Birgitta, c'est de quoi j'ai envie si demain ou si aujourd'hui je vis avec ces troubles, vous l'avez très bien dit, j'ai envie de ceci, cela, j'ai envie de vivre finalement comme tout le monde. Donc c'est aussi l'affaire de tous. Donc ça fait partie de nos fondamentaux de départ et de pouvoir jouir aussi de la liberté, donc aller dans les endroits dans lesquels j'avais l'habitude d'aller de la même manière, même si les choses sont un petit peu différentes. Et donc, c'est sensibiliser l'ensemble des acteurs à cet accueil inconditionnel, finalement, de la différence. Et pas seulement concernant ces maladies neuro-évolutives à plus grande échelle, c'est penser l'humain vulnérable, finalement, et son accueil. Donc, à partir du Bistro Mémoire, dans un premier temps, c'était faire en sorte, si on resitue dans les années 2000, de sortir de cette honte. Donc, tu mettais tes mains dans les yeux, ce qui était insupportable, et créer des conditions favorables à la préservation, la restauration du lien social, d'abord pour les personnes qui vivent avec, les malades et leurs proches, puisque souvent, finalement, on leur proposait des choses relativement cloisonnées, et en pensant pour les malades, en pensant pour les aidants dont on découvrait qu'ils souffraient, mais peu de choses
pour permettre leur lien, leur relation finalement, qu'elles puissent perdurer avec du plaisir, avec aussi tout ce qu'on peut faire ensemble de manière plaisante. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, il y a 5 ans, j'ai initié un partenariat avec le Musée des Beaux-Arts, donc pour pouvoir commencer à diffuser en dehors d'un café dans la ville, mais dans des lieux culturels. Donc c'est fort de ces partenariats qui sont des partenariats aussi à petits pas, que bien sûr la sensibilisation de la communauté politique, donc de la ville, est on va dire un préalable fondamental. Il faut respecter le temps politique aussi pour pouvoir faire bouger effectivement les élus pour relever ce défi, pour arriver à ce séminaire de juin de cette année. L'an dernier, on a saisi une autre opportunité qui est Touraine-Court, donc plusieurs courses le premier week-end d'octobre, grâce à un partenariat avec une banque également. Donc ce que disait Birgitta par rapport à aller à sa salle de fitness, j'ai sensibilisé la salle dans laquelle je vais, les coureurs avec qui je cours, et pour aussi avoir un effet de communication et de médiatisation en créant une énorme, ou la plus grosse possible, équipe de porteurs du logo Bistro Mémoire. Et à chaque fois qu'on sensibilise dans des lieux différentes personnes, ils deviennent à leur tour des messagers de sensibilisation, en disant bah oui, finalement, je peux m'engager, c'est pas très coûteux, je peux faire quelque chose de concret. C'est accueillir effectivement à la salle de sport comme on accueille une personne qui va être non-voyante, par exemple. Et puis on a eu une initiative qui est venue vers nous, très spontanée, de 6 jeunes filles d'une école qui s'appelle l'école Liberté. Alors la salle de sport, c'est aussi boulevard de la Liberté, on est vraiment au cœur de la ville, et qui ont eu envie de soutenir une cause du côté des maladies. En gros, elles avaient le choix entre le cancer et puis il y a la maman d'une d'entre elles qui est directrice d'un hôpital qui a dit il y a aussi le Bistro Mémoire. Elles sont venues au Bistro Mémoire, elles ont tissé des liens avec les personnes et elles ont chanté, elles sont venues au séminaire Dementia Family Community de juin. Et là, on a un mouvement qui se passe, puisqu'on a une initiative finalement qui n'est pas pensée par un directeur d'école et un directeur d'EHPAD qui se disent il faut faire de l'intergénérationnel, mais qui vient directement de ces jeunes filles qui ont sensibilisé l'ensemble des élèves de leur école, 200 élèves, 150 familles, qui depuis la semaine dernière sont au collège aussi au cœur de la ville et sensibilisent à leur tour le nouveau proviseur, etc., et veulent continuer dans leur école primaire. Donc voilà le cheminement. Et demain, c'est sensibiliser les agents des parcs et des jardins de la ville parce que je veux continuer à aller au Tabor et effectivement, si eux savent, ils vont pouvoir agir de manière non stigmatisante. C'est le leitmotiv aussi du Bistro Mémoire, un lieu non stigmatisant, non stigmatisé, pour faciliter la vie des personnes. Ce sont effectivement les banques, tu l'as cité tout à l'heure, ce sont les commerçants sur le modèle en fait de Photon à Bruges. Et si on en est arrivé là à Rennes, c'est parce que nous avons été soutenus par la Fondation Médéric Alzheimer, la première à soutenir le Bistro Mémoire, puis dans la foulée, le collectif de fondations européennes avec EFID, European Foundations for Initiative on Dementia, qui porte effectivement cette diffusion à travers l'Europe, puisque le but, c'est l'essaimage aussi, donc à travers notamment l'Union des Bistrots Mémoire. Je pense que ce que tu dis est très important. Hier, je me souviens pendant le forum, tu as dit que tu n'as jamais entendu, ou tu as pendant la matinée jamais entendu une seule fois le mot financement. Donc c'est à la fois bien sûr des initiatives qui peuvent être portées par les citoyens, par des militants, mais pour pérenniser ce genre de projet, il faut bien sûr également le soutien financier. Et pour petite anecdote, moi j'ai pu assister
j'ai pu assister à cette rencontre à Rennes en juin, et quand les filles de l'école sont venues chanter, je pense qu'on parle beaucoup de donner des informations pour bien agir, et là c'était complètement dans les émotions, dans l'affectivité. Ils ont chanté, les gens se sont levés, ont commencé à chanter avec, danser, etc. Donc je pense qu'il y a sans doute à la fois la nécessité de diffuser des idées, mais aussi de vivre des moments, vivre des émotions ensemble. Quand on regarde le titre, donc réinventer nos solidarités, sous-entendu, il y a l'idée que les solidarités traditionnelles, on va dire, donc les solidarités familiales, mais aussi étatiques, sont aujourd'hui insuffisantes. Pourquoi, donc, à votre avis, le défi Alzheimer, le défi maladie neuro-évolutive ne peut que être résolu avec l'aide de tous les citoyens? Peut-être, effectivement, il ne faut pas dire que ces solidarités, que ce soit les solidarités d'État et les solidarités familiales, n'ont pas fait beaucoup de choses jusqu'à présent, c'est le reconnaître, mais comment elles peuvent être complétées plutôt que d'être jugées insuffisantes. Je pense que l'affaire de tous, oui, de tous les citoyens, c'est peut-être quelque chose d'une nouveauté, là où avant on avait effectivement cette solidarité du côté de l'État attendue et pour laquelle effectivement les générations précédentes ont milité, ces solidarités traditionnelles, familiales, mais qu'il y a effectivement cette société civile, ça devient à la mode aujourd'hui, mais à travers le Bistrot Mémoire, dans l'aspect de militantisme des bénévoles qui sont présents et qui représentent cette société civile, on voit bien qu'il y a ces différents acteurs qui sont impliqués. Et que peut-être que le sursaut éthique, pour reprendre une expression chère à François Blanchard, et on est dans cette éthique, c'est cette prise de conscience aussi que la vulnérabilité, c'est notre lot commun et que demain, c'est peut-être moi, c'est comme ça que tu as commencé, même si hier, c'était un de mes proches familial ou un de mes proches dans mon réseau de voisinage ou d'amitié, c'est cette capacité aussi à anticiper, non pas dans une vision négative, mais dans une vision positive de qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour vivre ensemble de la meilleure manière qui soit. Donc, une insuffisance et peut-être un moment de société aussi. Emmanuel parlait de renourrir, de sauver, en tout cas mobiliser autrement. C'est aussi le titre de cet atelier, je pense que, enfin, de cette table ronde. C'est presque un impératif peut-être aujourd'hui. Parce qu'on prend acte des limites, effectivement, des seules solidarités familiales ou d'État. J'aimerais bien, là, vous poser la question, comment est-ce qu'on rend je me permets des maladies neuro-évolutives, voilà. Bon, moi j'ai dit Alzheimer et troubles apparentés. Comment est-ce qu'on rend ça sexy au niveau de la politique? Ah bah oui. Comment est-ce qu'on vend la cause? Parce qu'il s'agit de vendre sa cause si on veut des vrais changements. J'ai dit qu'elle était économiste de formation. Ben, oui, marketing, etc. Ça marche, vous savez, hein, aussi pour des causes extrêmement nobles comme l'association Alzheimer Suisse. On a réussi à faire beaucoup de choses en présentant tout simplement des faits et des chiffres. Des sentiments, c'est bien. Il faut l'enveloppe aussi, ces sentiments. Mais il faut avoir des faits et des chiffres si on veut pouvoir vraiment faire bouger la société et surtout les autorités et les instances politiques.
Est-ce que vous savez combien de personnes vous avez en Suisse qui ont une maladie, enfin Alzheimer ou une autre, une forme apparentée? Qui peut me dire combien de personnes vous avez? En Suisse ou en France? En France, je vais dire bien sûr. Eh bien, vous avez à peu près 1 million de personnes en France qui vivent avec cette condition aujourd'hui. 1 million. Ah ben voilà, merci. C'est beaucoup mieux de le savoir pour sa propre commune, région, parce que c'est là aussi qu'ils vont se prendre beaucoup de décisions et d'initiatives. Donc 1 million, puis ça ne va pas se calmer. Il y aura 2,5 fois de plus de personnes atteintes ou qui vivent avec la condition, pour faire joli, en 2040. Ce n'est pas que ça devient plus contagieux, ça ne l'est déjà pas. C'est parce qu'on est là, nous. Hein. Et c'est nous, ceux qu'on appelle si joliment des baby boomers, c'est-à-dire les générations nées après la Deuxième Guerre mondiale. Et on est des grandes classes d'âge. On fait tout pour survivre longtemps. Plus on vieillit, plus on se soigne. On fait gaffe à tout. Donc on va devenir vieux et très vieux. Et comme le risque principal de développer la maladie d'Alzheimer ou une autre forme apparentée, c'est quand même le grand âge. D'accord, il y a des risques, facteurs de risque qu'on peut combattre, etc. Il y a d'autres formes, mais c'est quand même le grand âge qui est le risque principal. Et puis maintenant, on commence à écouter aussi un peu qu'est-ce que vous pouvez faire en matière de prévention, vivre sainement, faire du sport, garder vos relations sociales, etc. Donc 2,5 millions de plus. Et parmi ces 2,5 millions, non, pas de plus, 2,5 millions d'ici 2040. Et parmi ces 2,5 millions, vous aurez beaucoup plus, une proportion toujours plus grande de personnes vivant seules. C'est bien joli de parler des proches, aidants, etc. Mais là, beaucoup de personnes à l'avenir, déjà aujourd'hui, ne vivent pas avec un proche. Et si tant est qu'ils ont des enfants, eh bien, vous connaissez beaucoup d'enfants qui vivent encore dans la petite ville, dans le village, là où sont les parents, ou la grand-mère malade. Eh bien non, on est très souvent dans l'impossibilité de venir en aide et de surveiller déjà ce qui se passe, est-ce qu'il y a besoin d'intervenir. Eh bien, si vous devez aller à Étretat depuis Paris, ben vous ne le faites pas 2 fois par semaine. Hein. Donc, il faut qu'on prenne conscience que c'est vraiment quelque chose qui va être un challenge pour toute la société. Et si on veut changer la manière de voir cette problématique, pas dire les proches c'est gentil, ils vont s'en occuper si on leur donne un peu d'appréciation, ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait des professionnels ou des bénévoles, mais qui ont les bonnes connaissances, qui peuvent intervenir, qui peuvent permettre de ne pas pousser ces personnes, je parle par exemple des personnes vivant seules, vers des institutions qui sont par définition très coûteuses. C'est normal parce qu'ils sont spécialisés, il y a du personnel spécialisé, mais qui permettent de rester à domicile avec du soutien ou changer pour aller dans des structures intermédiaires. Et j'ai cru comprendre qu'en France, on commence à avoir aussi ces types de structures intermédiaires qui permettent de retarder au maximum le moment où on va entrer dans cette structure très spécialisée. Alors, si vous parlez de chiffres, vous devez aussi savoir quels sont les coûts estimés. Et en Suisse, j'ai trouvé, non, pour la France, pardon, j'ai trouvé un chiffre chez la Fondation Médéric qui parle de, grosso modo, 20 milliards d'euros par année. Le coût en Suisse. En France. Oh, le coût en France. 20 milliards d'euros. 21 000 et quelques par personne qui est atteinte. C'est pas rien, hein? Si on pouvait baisser ça à 18 000, vous pouvez calculer l'économie que ça représenterait. Donc 20 milliards d'euros, ça vaut la peine
de réfléchir. Et surtout que vous savez que 14 milliards représentent des services et du travail non rémunérés aujourd'hui, parce que c'est le travail justement des proches autour des personnes atteintes. Eh bien, ces 14 milliards, ils vont se transformer en factures directes pour le système par la suite, parce qu'il y aura beaucoup moins de proches qui peuvent et qui sont en position de faire ce travail. Moi, je trouve ça totalement convaincant et je vais vous dire que même si les autorités et les politiques en Suisse m'ont dit « non, mais c'est pas possible », eh bien, je dis « mais peut-être que vous avez des meilleurs chiffres hein. ». Dans ce cas-là, moi, je suis très, très intéressée. Nous, on a fait ce qu'on a pu avec les sources qu'on peut trouver. Mais si vous avez mieux, volontiers, personne ne m'a apporté quoi que ce soit. Et avec ça, avec ces arguments et plus, on a réussi à mobiliser et à faire découvrir déjà nos autorités politiques qu'est-ce qui se passe. Et je sais qu'en France, on est déjà pas mal avancé parce qu'il y a la stratégie Alzheimer, mais je pense que cette stratégie devrait peut-être être beaucoup plus concrète pour dire la vie au quotidien. C'est bien de soutenir la recherche médicale et ainsi de suite, mais la vie au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'organise pour éviter de aussi avoir des coûts qui augmentent sans cesse? C'est le message de la Suisse à la France. Peut-être que pour compléter, justement, enfin, j'enseigne à l'école des hautes études en santé publique, c'est aussi mon goût pour à la fois un pied sur le terrain et un pied de côté des élaborations, on va dire, un peu plus théoriques et conceptuelles, et puis l'analyse de ces politiques publiques. On le voit bien qu'en France, avec les plans successifs Alzheimer et le PMND aujourd'hui, on a un infléchissement, c'est-à-dire qu'effectivement, dans un premier temps, on s'est occupé du côté des politiques publiques des personnes malades et de leurs aidants, et aujourd'hui, on en est à la considération et la reconnaissance, pas seulement du rôle d'acteur de ces personnes, mais aussi de l'ensemble de ce que la société peut agir communément finalement. Et hier, Jean-Philippe Pierron nous a, parmi ces 3 tensions, attiré l'attention justement sur cette tension entre attention et vigilance. Et il est beaucoup question effectivement de sollicitude, de transformer le soin du côté des philosophies du care. C'est de transformer aussi nos rapports sociaux finalement avec cette notion d'attention et de vigilance qui est présente. Ces 2 notions sont présentes dans les Dementia Friendly Communities, parce qu'il y a effectivement l'attention à l'autre dans le quotidien, donc être informé, on parle de formation, d'éducation thérapeutique, je ne sais pas si ces termes-là, en tout cas moi je les utilise relativement peu, mais effectivement cette sensibilisation, le fait que les gens sachent comment ça fonctionne et surtout qu'on permette à chacune des personnes de dire voilà moi ce que je veux pour moi, voilà ce que je ne veux pas, voilà ce qui fonctionne entre nous deux dans un couple, c'est pas forcément ce qui va fonctionner pour d'autres, voilà par quel chemin détourné peut-être je vais pouvoir avoir accès aux dispositifs de droit commun, parce que ceux qui sont les plus difficiles à atteindre, ce qu'on appelle les populations cibles, c'est ceux justement qui ont très peur d'aller même frapper à la porte du CLIC, a fortiori de la Maya ou d'un service à domicile, parce que leur crainte, c'est que s'ils vont, ne serait-ce que pour y demander de l'information, ils se voient obligés d'utiliser les services. Et l'intérêt du bistrot mémoire ou d'autres lieux non stigmatisés par le médical ou le médico-social, c'est la préservation de cette liberté. J'y vais pour faire autre chose que demander de l'aide sur le versant médical ou médico-social. Ça va peut-être commencer par un séjour de vacances et se
cette capacité à continuer à profiter de la vie ensemble, à rire, à partager des choses plaisantes, qui va permettre à un autre moment d'accepter finalement ce qui va être plus du côté des dispositifs de droit commun. Et je pense que cette attention de chacun aux troubles de l'autre, mais ce sont les troubles de l'autre qui nous troublent aussi parce qu'on est assez démunis, parce qu'on n'est pas éduqués, et c'est là l'intérêt aussi du travail avec les jeunes générations, ou de on va dire de la collaboration plus qu'un travail avec les jeunes générations, c'est que cette sensibilisation, si on ne l'a pas eu tout jeune, ben on doit faire l'effort d'aller vers l'autre différent qui nous effraie, parce que souvent, et d'abord je suis partie de là avec les personnes que je rencontrais dans mon travail de direction de services à domicile, c'est ce que j'entendais. Le plus difficile, c'est de ne plus pouvoir communiquer. Et on confond souvent communication et relation. Quand le mot vient à manquer, comme on a été habitué à être en relation essentiellement par le canal effectivement du langage et du mot, eh bien on est assez démunis. Et hier, dans un des ateliers, on a vu combien toutes les approches sensorielles sont aujourd'hui une ressource fondamentale, pas seulement pour les professionnels, mais aussi pour le commun de chacun d'entre nous, et comment cette ressources, on a intérêt, ou ces ressources, on a intérêt à les développer pour pouvoir rester en lien avec les autres. Est-ce que tu pourrais développer ça un peu plus, parce que c'est finalement, on pourrait entendre ces grands mots, sensibilisation, parler des coûts, finalement on est beaucoup dans l'abstrait, mais qu'est-ce qu'on peut dire à des personnes entre vous qui sont peut-être intéressées par ce qu'on dit, ou un voisin qui va dire, mais moi j'ai mon voisin, ma voisine qui effectivement a des troubles cognitifs, j'aimerais bien l'aider, mais finalement quand je me trouve face à lui, à elle, je ne sais pas quoi faire. Ben, peut-être que, moi, la première chose spontanément que je dis souvent, c'est se mettre dans une position où c'est l'autre qui va m'enseigner, dans le sens de me laisser guider par lui et ne pas avoir peur de cette rencontre, de cette aventure où je vais peut-être découvrir aussi quelque chose de moi, c'est-à-dire que l'autre me révèle, et l'autre différent, quel qu'il soit, va me révéler. Ne pas avoir peur on va dire, des ratés, de la difficulté. Si je ne comprends pas, je peux dire je ne comprends pas, mais on va peut-être essayer de faire un bout de chemin ensemble. C'est effectivement permettre à quelqu'un de prendre mon bras et dire je ne sais pas où vous voulez aller, mais on va faire un bout de chemin ensemble, parce que c'est ne pas projeter ce qui serait bon pour l'autre, c'est se départir de ses propres représentations, et oui, peut-être se laisser guider. Alors après, c'est aussi orienté vers les associations. On parlait de proximité tout à l'heure, et ces toutes petites actions qui se font sur le terrain, cette notion de territoire, on y est très attaché à la fois au Bistrot Mémoire de Rennes, mais à l'Union nationale. C'est bien ces petites initiatives qui vont se faire à l'échelle d'un tout petit collectif et qui diffusent, donc connaître dans le quartier, dans la ville, dans la campagne, puisqu'il y a aussi des zones rurales qui disent mais nous aussi on peut faire des choses, et il y a des tas de choses qui s'y passent, orientées vers ces ressources qui vont donner de l'information. Le réseau France Alzheimer, avec aussi les cafés Alzheimer, c'est un réseau qui va être une ressource, mais ne pas baisser les bras et dire toute bonne volonté, mais la bonne volonté ne va pas suffire, c'est-à-dire qu'il va falloir, comme le disait Birgitta, savoir comment faire et étayer cet enthousiasme à aider l'autre par de la connaissance pour pouvoir agir ensemble. Moi, j'aimerais aussi qu'on n'oublie pas qu'il y a la personne au centre. Il faut peut-être la responsabiliser aussi.
Il y a combien de personnes ici dans la salle qui vivent avec une maladie d'Alzheimer ou autre forme apparentée? Personne. Si? Oui, bravo. Vous voulez venir là? Ce serait bien. Alors, responsabiliser les personnes qui sont les premières concernées. Et là, je parle de la personne elle-même, de encourager, de savoir que c'est pas, on a le droit d'avoir un diagnostic, on doit le chercher pour pouvoir aussi prendre des décisions à temps. On n'a pas de guérison, mais il y a plein, la vie n'est pas guérissable non plus. Hein. Mais prendre des décisions à temps, savoir ce qu'il y a comme prestation, comme soutien possible, savoir qu'il y a un café, chez nous ça s'appelle des cafés Alzheimer. Je pense que ça commence là et que cette personne-là pourrait aussi être la personne qui distribue les informations autour d'elle. En Suisse, on avait, dans l'association Alzheimer, on avait fait un tout petit dépliant en 4 pages qui s'appelle « Côtoyer des personnes atteintes d'Alzheimer », qui sont des informations extrêmement simples, et juste pour dire, ben voilà, les signes et puis comment on pourrait peut-être se comporter au mieux pour pouvoir garder le lien avec cette personne. Donc, ça veut dire aussi que les médecins traitants sont largement impliqués. On a encore, vous savez qu'en Suisse, et en France aussi, il y a seulement 50% des personnes atteintes qui ont un diagnostic. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas malades et qui ne vivent pas avec toutes les conséquences. Nous, mais seulement 50% ont reçu un diagnostic, c'est-à-dire ont ouvert la porte qui permet d'aller chercher des informations adéquates et du soutien adéquat. Ça doit changer. Et puis, je pense que surtout aussi que ce qu'on doit apprendre de plus... Qu'est-ce que vous faites avec un petit gosse? Vous ne vous mettez pas en face de lui sur une chaise en disant on va discuter, on va s'entretenir. Vous proposez, eh bien dis donc, on va aller au parc, hein, on va regarder des images, viens à la cuisine, on va faire des biscuits. Et bien voilà. Je pense qu'il faut redécouvrir entre adultes le faire ensemble. Ne pas se regarder en face, mais de regarder ensemble quelque chose, de faire ensemble quelque chose. Parce que ça permet aussi à l'autre personne, de ne pas être confrontée à des difficultés qu'elle peut avoir à communiquer, à échanger. Je pense qu'on a donné trop d'importance aujourd'hui à cette idée qu'il faut absolument qu'on échange. On n'écoute pas, mais enfin on croit. Donc le faire ensemble. Et puis aussi que les personnes qui vivent dans ces conditions, qui cherchent la compagnie des autres pour sentir je ne suis pas seule, il y en a d'autres. Et je peux leur parler de ce que je vis. Et puis je vais avoir des gens qui me disent ouais, je sais. Il y a des groupes de plus en plus en Suisse qui se développent de personnes malades qui se rencontrent. Et c'est extraordinaire quand vous les entendez. Ils me disent, mais ben là, oui, c'est bon. Parce qu'on se comprend, on rit, on pleure. Arrêtons de nous cacher. C'est pas honteux. C'est honteux de vieillir peut-être, mais c'est pas honteux de développer la maladie d'Alzheimer ou une autre maladie apparentée. Donc je crois qu'il faut faire ensemble, à tout point de vue, et d'oser regarder et d'oser imaginer. Et même si on ne connaît pas tout le chemin, c'est pas grave. Si on doit dire à un moment donné, ben là, je peux plus, je sais plus. On n'a pas besoin de prendre tout sur soi. On peut faire la partie qu'on veut, parce que là, ce sera bien fait. Et attendre tout d'un endroit ou d'une personne, ça ne va pas. Il faut qu'on essaye tous à nous repartir mieux. Dans les fratries, vous avez souvent beaucoup de discussions. Là, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Et donc, il y a beaucoup de discussions parce qu'il y a fatalement, dans une fratrie, il y a un des enfants qui a un lien privilégié un peu et qui prend la place. Et puis les autres qui viennent, ouais, mais tu sais, maman, moi,
J'ai pas du tout vu ça. Pas du tout, hein, quand elle est chez nous. Il faudra apprendre aussi à comprendre les rôles des uns des autres et savoir les utiliser à bon escient. Pas se contrecarrer comme on fait beaucoup. Et ça, c'est nous, hein, c'est vraiment dans la vie privée. C'est pas l'État, mais l'État peut nous apprécier pour ça. Ça va? Peut-être rajouter ce que tu disais, Birgitta, sur la communication en montrant les plaquettes ou les flyers. Ce sont effectivement des supports. C'est-à-dire qu'il faut, et on a commencé comme ça, par sensibiliser la communauté des professionnels et tous ceux qui sont dans ce qu'on appelle l'accompagnement ambulatoire, hein, les médecins généralistes, les pharmaciens, etc. Et c'est bien parce que la même personne va entendre par 3 ou 4 figures différentes le même conseil qu'elle va se rendre dans ce lieu un peu énigmatique. C'est quoi un bistrot mémoire? En tout cas, c'est parce qu'il y a le médecin généraliste qui dit ah, au regard de ce que vous me racontez, ça pourrait être bien que vous alliez faire un tour dans ce café. Ah bon, un café oui, oui, mais allez voir. Et puis une autre fois, c'est l'assistante sociale ou le travailleur social du conseil départemental. Et puis une autre fois, ça va être l'infirmière libérale, puis un voisin. Et puis finalement, à ce moment-là, les gens franchissent le pas. Il a fallu quand même beaucoup de temps pour lever cette honte quand même qui était un peu le lot commun quand même des personnes il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé ça, mais il faut continuer à agir en termes de communication. Et puis le 21 septembre, avec la journée mondiale, il va y avoir encore force médiatisation dans les plus petites communes jusqu'à l'échelon national. Et c'est une opportunité effectivement à saisir pour sensibiliser, faire en sorte que le mouvement grossisse de Dementia Friends, c'est avec ce qu'on disait hier, ceux qui portent soit un Forget Me Not, un myosotis sur le vêtement, ou ceux qui, commerçants, mettent le logo du No mouchoir, pour reprendre celui de Photon à Bruges. Mais en fait, au lieu de faire un mot de conclusion, parce que je vois le temps est compté, tous les endroits que tu as nommés où on pourrait mettre ces plaquettes, donc médecins généralistes, infirmières, pharmacie, etc., je pense quand même qu'il ne faut pas oublier que l'idée, l'objectif des Dementia Friendly Communities, c'est qu'il y a des acteurs qui sont non concernés, entre guillemets, de les inclure et de leur permettre de se rendre utiles pour des personnes qui vivent des situations de vulnérabilité. Donc, moi, je proposerais plutôt de mettre ces dépliants dans la boulangerie, chez le boucher, dans tous les endroits qu'on n'associe pas dans une démarche de dédramatisation de ces troubles, tous ces endroits qu'on ne considère pas comme ne pas touchés par ces questions, pour dire que les troubles cognitifs, c'est affaire de tous. Tu as bien fait, c'est-à-dire on a commencé par les professionnels, maintenant on est à une autre étape. Et effectivement, quand tu dis que même les personnes qui ne sont pas concernées, en fait on se rend compte que quand on commence la sensibilisation, si on demande aux gens, en fait tout le monde est concerné, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas senti concerné parce que c'était pas lui directement, mais finalement c'est le parent d'un copain, c'est voilà, les élèves dans les classes. Finalement, plus d'un tiers d'entre eux disaient bah oui, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui... Donc c'est en faire l'affaire de tous, effectivement. Merci à vous deux.